Les mécanismes tels que le Conseil OTAN-Russie n'ont pas réussi à atténuer les tensions croissantes. Le manque d'institutions efficaces et équitables capables de prendre en compte les préoccupations de la Russie et de l'intégrer dans un nouveau cadre de sécurité n'a fait qu'aggraver les malentendus, entraînant finalement une crise dans les relations entre la Russie et l'Occident. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Depuis la fin de la guerre froide, la région euro-atlantique n'a jamais été confrontée à une crise aussi importante que celle qu'ils vivent actuellement. Le système de sécurité euro-atlantique, qui reposait sur le principe d'une sécurité égale et indivisible, n'est plus opérationnel. Cette situation a souligné l'urgence de mettre en place une structure sécurisée basée sur des principes et des fondations différentes. Lors de son discours annuel devant l'Assemblée fédérale le 29 février 2024, le président russe Vladimir Poutine a souligné la nécessité d'établir un nouveau cadre de sécurité équitable et indivisible en Eurasie. Il s'est donc dit prêt à engager un dialogue substantiel à ce sujet avec les partis et les organisations concernées. En avril, cette initiative a été développée lors de la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, en Chine. Lors d'une conférence de presse, le chef de la diplomatie russe a annoncé que la Russie et la Chine étaient parvenus à un accord pour entamer des discussions sur la structure de sécurité en Eurasie, un sujet abordé lors de la visite de Sergei Lavrov. Le fait que cette proposition de Poutine ait été discutée par ces deux grands pays laisse entendre qu'elle pourrait se concrétiser aussi bien théoriquement que politiquement. L'idée de sécurité eurasiatique soulève naturellement des questions sur d'autres initiatives similaires. Durant sa visite à Pékin, Sergei Lavrov a directement associé le besoin d'établir ce nouveau cadre à des défis auxquels est confrontée la sécurité euro-atlantique centrée autour de l'OTAN et de l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, en abrégé OSCE. Le fait de se repérer à l'expérience euro-atlantique revêt une grande importance et ce pour deux raisons. Premièrement, le projet de sécurité euro-atlantique se distingue par un haut degré d'intégration institutionnelle. Il propose un bloc militaire, l'OTAN, dont les membres sont engagés par des obligations strictes. Même après la fin de la guerre froide, l'Alliance Atlantique non seulement a survécu, mais elle s'est également élargie pour inclure les anciens membres du pacte de Varsovie. Ainsi, l'OTAN est devenu le plus grand et le plus stable bloc de sécurité de l'histoire contemporaine. Deuxièmement, le projet de sécurité euro-atlantique d'après-guerre froide n'a pas réussi à résoudre le problème d'une sécurité commune et indivisible pour toutes les nations de sa région. En théorie, l'OSCE aurait pu servir de cadre pour rassembler tous les membres de la région, qu'ils soient membres ou non de l'OTAN, y compris la Russie. Ils auraient donc pu les réunir en une seule et même communauté. Cependant, à partir des années 2000, il y a eu une politisation croissante de l'OSCE en faveur des intérêts des pays occidentaux. En conséquence directe, c'est que la Russie a de plus en plus considéré l'expansion de l'OTAN comme une menace pour sa propre sécurité. Les mécanismes tels que le Conseil OTAN-Russie n'ont pas réussi à atténuer les tensions croissantes. Le manque d'institutions efficaces et équitables capables de prendre en compte les préoccupations de la Russie et de l'intégrer dans un nouveau cadre de sécurité n'a fait qu'aggraver les malentendus, entraînant finalement une crise dans les relations entre la Russie et l'Occident. Le cadre de sécurité euro-atlantique a disparu. Les opérations militaires menées par les États-Unis et leurs alliés, ainsi que les ingérences dans les affaires intérieures des anciens pays de l'URSS, ont entraîné un affaiblissement du contrôle des armements et une dégradation des normes de sécurité. La crise ukrainienne a été le point culminant de cette situation avec un développement militaire qui a créé des lignes de fracture en Europe. Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les tensions entre la Russie et l'OTAN n'ont cessé de s'intensifier. Jusqu'à présent, le conflit n'a pas dégénéré en une guerre à grande échelle, mais il se manifeste dans différentes dimensions. De la guerre de l'information à l'assistance militaire directe que les pays occidentaux fournissent à l'Ukraine à différents niveaux. Depuis la fin de la guerre froide, la région euro-atlantique n'a pas connu de crise aussi grave que celle d'aujourd'hui. Cela suggère que le cadre de sécurité euro-atlantique a disparu. Dans le meilleur des scénarios, on peut espérer que la gravité de la crise diminue à un rééquilibrage des forces et un soutien mutuel, mais il est probable que des lignes de fracture persistent. Et maintenant, dans le pire des cas, ça va conduire à un conflit direct entre la Russie et l'OTAN avec un risque très croissant, très fort et très probable d'une escalade nucléaire.
L'échec du projet euro-atlantique souligne la nécessité d'une nouvelle structure basée donc sur des principes et des fondations différentes. Tout d'abord, ce nouveau cadre doit reposer sur la coopération entre plusieurs acteurs sans être donc dominé par une seule partie comme cela a été le cas avec les États-Unis ou l'OTAN. Après cette précaution, le lancement des consultations sur la sécurité eurasiatique entre la Russie et la Chine, deux grandes puissances membres du Conseil de sécurité de l'ONU, revêt donc une importance particulière. Cela montre que les premiers pas vers l'établissement d'un nouveau cadre de sécurité ont été faits sur la base du dialogue et de la responsabilité partagée plutôt que sur la base de la domination d'une seule puissance. Ces avancées ne se limitent pas à la relation bilatérale entre la Russie et la Chine, laissant donc la porte ouverte à la participation d'autres États intéressés. Les principes de responsabilité partagée et de rejet de la domination pourraient être au cœur de la nouvelle organisation. Cette sécurité ne doit pas se limiter aux questions militaires, mais doit également inclure un large éventail d'autres problématiques telles que les menaces hybrides, telles que la guerre de l'information, la cybersécurité, l'ingérence dans les affaires intérieures, ainsi que la politisation de l'économie et des finances. C'est le fait que ces problèmes n'ont pas été réglés dans la relation entre la Russie et l'Occident qui a été l'une des causes de la crise actuelle. Ce qui en soi est tant mieux pour nous, c'est même une très bonne chose. Les discussions sur une nouvelle structure de sécurité pourraient dès le départ aborder donc ce type de problème. N'oublions pas que leur objectif c'est de ne pas faire comme l'OTAN. Le début de la consultation entre Moscou et Pékin pour établir un nouveau cadre de sécurité n'implique donc pas nécessairement la création d'une nouvelle alliance politico-militaire similaire à l'OTAN. Cependant, ce qui est probable, c'est que nous assistons à un processus de développement prolongé visant à affiner les contours et les spécifications d'un tel cadre de sécurité. Dans un premier temps, celui-ci pourrait servir de plateforme de dialogue et de discussion entre les parties concernées sans pour autant entraîner des engagements institutionnels et organisationnels excessifs. Par la suite, l'interaction pourrait être menée au cas par cas en répondant à des préoccupations spécifiques, notamment en matière de sécurité numérique. Le potentiel des institutions et des organisations existantes telles que l'Organisation de la coopération de Shanghai pourrait donc également être exploité à cette fin. L'expérience ainsi acquise pourrait éventuellement conduire à la création d'institutions permanentes se concentrant sur un éventail plus large de défis en matière de sécurité. Les fonctions de la nouvelle structure de sécurité seront une question cruciale. À l'origine, l'OTAN a été conçue comme un instrument de dissuasion contre l'Union soviétique. De nos jours, elle a trouvé une nouvelle pertinence en tant que moyen de contenir la Russie. D'ailleurs, il y a même des responsables russes qui l'ont clairement dit. Ils ont expliqué que l'OTAN ne vit que pour contrer la Russie en fait. Tant la Chine et les États-Unis sont en rivalité et en concurrence avec les États-Unis, mais tandis que la Russie est déjà engagée dans un affrontement ouvert, la Chine n'en est pas encore là. Quoi qu'il en soit, l'idée d'une opposition commune aux États-Unis est soutenue à la fois à Moscou et à Pékin. Donc les deux veulent s'allier contre les États-Unis. Cependant, construire une structure de sécurité dont le seul objectif est de contrer Washington limite le potentiel inclusif de ce projet. Simplement parce qu'il y a plein de pays en Eurasie qui adoptent une politique à plusieurs volets et il est donc peu probable qu'ils souhaitent rejoindre une structure dont le seul but c'est de rivaliser avec les États-Unis. De nombreuses questions subsistent quant aux paramètres de ce cadre de sécurité eurasiatique. Elles devront être résolues à la fois par des canaux diplomatiques et par le dialogue entre les experts internationaux des pays concernés. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais qu'on sera entre membres de la chaîne, donc on aura bien le temps de discuter de tout ça. Et on se retrouve une prochaine fois. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité. Et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités. Et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.